variété de manifestations publiques sans spécificité. S'accompagne d'une instabilité. Et le but de cette initiative est d'éliminer les principales causes de cécité évitable et traitable. Cette journée a été créée bien sûr par l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec l'Agence internationale de la prévention de la cécité. Les thèmes de cette année que l'OMS a proposé au pays, c'est espérer en la vue. Mais l'OMS laisse aussi l'initiative aux pays membres de développer un sous-thème et la République démocratique du Congo a choisi cette année un sous-thème qui est l'œil et la COVID-19. Disons que la journée mondiale de la vue de cette année se célèbre d'une manière particulière, c'est-à-dire dans un contexte d'une pandémie de COVID-19. Cette journée sert essentiellement à sensibiliser le public sur la cécité et les déficiences visuelles comme un problème majeur de santé publique. Il faut donc éduquer le public et tous ceux qui sont des populations cibles sur la prévention de la cécité. C'est comme ça qu'on célèbre cette journée. Et la communauté des ophtalmologistes fait partie des acteurs principaux dans la prestation des soins afin de faire la promotion de la santé oculaire et de lutter contre la cécité et les déficiences visuelles. La Société congolaise d'ophtalmologie profite avec la compagnie Orchidia, qui elle aussi, aujourd'hui, dans cet esprit des Journées mondiales de la vue, a lancé officiellement ses activités, a organisé cette matinée scientifique. Cette matinée scientifique qui va tourner autour de plusieurs thèmes qui sont en fait des thématiques des pathologies oculaires qui intéressent la vue et qui peuvent créer des problèmes de malvoyance. Et donc, nous allons écouter différents orateurs et nous allons aussi partager, discuter ensemble sur ces pathologies afin d'augmenter le niveau de connaissance de ces maladies, de sa prise en charge par les membres de notre communauté. La dernière partie de la journée sera consacrée à une petite activité de la société. Donc, nous avons l'honneur de recevoir notre vice-président, le professeur Kaïbo, qui est membre du comité directeur de la SO, et d'autres membres. Essentiellement, nous avons reçu des responsables des services d'ophtalmologie de la ville de Kinshasa qu'on voudrait honorer pour qu'ils puissent modérer les sessions qui sont présentées aujourd'hui. Donc, au nom de l'ASCO, au nom de la compagnie Orchidia, nous vous souhaitons la bienvenue et une participation active et fructueuse pendant cette matinée scientifique. Je vous remercie. Alors, le terme allergie a été utilisé pour la première fois en 1906 pour désigner la capacité de l'organisme à réagir et s'exprimer d'une façon différente. Et c'est en 1911 que l'on a décrit la maladie allergique. Une maladie allergique comme une réaction exagérée de l'organisme est une réponse à l'introduction de certaines substances selon les modalités de présentation. Donc cette notion de maladie allergique implique nécessairement qu'il y ait
un allergène qui est un sujet exposé et le sujet répond suite à cette implication, à cette agression que l'on peut dire. Donc vous avez d'un côté l'allergène, de l'autre vous avez l'individu, et l'individu réagit face à l'allergène. L'allergie est définie comme l'apparition de symptômes. Les symptômes peuvent être cutanés, muqueux, respiratoires, digestifs, chez un individu préalablement sensibilisé. Donc il faut que l'individu soit avant sensibilisé. Et par extension, on parle de l'allergie d'une réaction d'hypersensibilité de type immédiat qui est confirmée par la présence dans les sérums d'anticorps de classe de IgE spécifique. Et on peut aussi le voir par les tests cutanés qui sont positifs et ainsi par les manifestations cliniques d'allergie. Donc, nous pouvons dire que l'allergie oculaire regroupe un ensemble de pathologies qui sont hétérogènes, qui sont pour chacune d'elles bien définies et très distinctes par leur mécanisme, ainsi que par leur présentation clinique et le pronostic, ainsi que le traitement. De plus en plus, l'allergie oculaire constitue un problème de santé publique. Et vous l'aurez à le constater, je crois que vous avez constaté que dans les consultations, chez l'enfant, c'est à peu près la moitié des enfants qui viennent en consultation pédiatrique ou ophtalmique qui sont concernés. Donc c'est un problème de plus en plus que vous allez rencontrer dans votre pratique courante. Alors, on parle d'allergènes. Les allergènes, généralement, sont des substances communes. En général, ils ne sont pas avec risque chez les individus. Mais il faut qu'il y ait un antigène auquel l'individu réagit. Et on peut voir cela par l'induction d'une synthèse d'IgE spécifique. Et cette allergie est responsable de symptômes comme l'asthme, mais aussi des rhinites. Et au niveau de l'œil, c'est la conjonctivite allergique que vous avez essentiellement. Alors, vous avez des allergènes qui sont nombreux, vous en trouvez un peu partout. Vous pouvez avoir d'origine végétale ou animale, mais il y en a beaucoup dans la poussière, nous sommes entourés des allergènes, et chacun de nous réagit un peu à sa façon. Alors, on appelle atopique un individu capable de produire des IgE spécifiques dirigés contre un allergène inhalé. Le terrain atopique peut être soupçonné par la présence d'antécédents personnels familiaux qui sont proches. Vous avez le père, la mère ou les frères qui ont réagi, qui font de l'asthme, qui font une rhinite allergique. Et cela est confirmé par le dosage des IgE total parce qu'elles sont élevées pour certains tests multi-allergiques de dépistage. Les mécanismes d'allergie, comment est-ce que ça se fait? Vous avez une hypersensibilité immédiate de type 1 médiée par les IgE. C'est généralement une réaction anaphylactique qui est un mécanisme plutôt des allergies immédiates. Vous avez des réactions d'hypersensibilité qui sont non spécifiques et aussi une réaction d'hypersensibilité retardée de type 4. Dans ce mécanisme d'allergie, vous avez des cellules qui sont impliquées, des cellules dendritiques, des cellules de l'ambiance, des cellules épithéliales, les fibroblastes, conjonctivaux, les lymphocytes et les mastocytes et les polynucléaires que vous pouvez trouver au niveau de l'œil, au niveau de la conjonctive. Alors, quand vous avez une maladie allergique, le premier temps qui est essentiel, c'est l'interrogatoire. C'est très important de faire l'interrogatoire. Il faut rechercher s'il n'y a pas un terrain atopique, s'il n'y a pas de notion d'asthme, de dermatite atopique, s'il n'y a pas de notion d'une rhinite allergique, d'une allergie alimentaire, s'il n'y a pas des antécédents familiaux d'atopie. Dans l'unité de temps et de lieu, il faut voir l'environnement dans lequel le patient vit, son lieu de travail, à domicile, ses habitudes, ainsi que la prise en charge de la maladie
allergique. Comment est-ce que vous pouvez immédiate qui est liée à la libération d'histamine et à l'effet sur le récepteur H1 situé sur le terminaison nerveuse. Prurite, d'insister beaucoup sur le prurite, pas seulement une sensation de frotter, mais une vraie prurite. Vous avez aussi l'énervement qui est lié à une inflammation conjonctivale et qui peut être lié à une kératite ponctueuse superficielle. Vous avez également la photophobie, généralement qui est liée à une KPS, l'épharospasme, ainsi que encore de l'armoiement. Vous pouvez avoir une douleur, une rougeur, et l'enfant ou l'individu adulte peut se plaindre des yeux qui collent le matin, et on peut également avoir d'autres symptômes. Du point de vue clinique, vous allez observer à l'enfant une hyperémie conjonctivale qui est toujours bulbaire. Vous allez constater qu'il y a des papilles conjonctivales et ces papilles, on le voit au niveau de la conjonctive papillomale supérieure, qui ont un aspect de petites éludules en tête d'épingle centrées par un axe vasculaire. Vous avez également les follicules conjonctivaux que vous retrouvez au niveau de la conjonctive palpébrale. Les follicules sont recouverts par des vaisseaux. On peut avoir également un hémosis, un événement palpébral. Les sécrétions peuvent être au rendez-vous, ainsi que les signes lacrymaux. Dans certains cas, vous avez ce qu'on appelle une limbite, vous relevez limbique, des graines d'ordre tandas. Je crois que c'est quelque chose que vous voyez assez couramment. La blépharite, l'inflammation du corps peut être présente, ainsi qu'une baisse d'acuité visuelle, mais ceci n'est pas fréquent. Alors, il existe 6 formes d'allergie oculaire. Vous avez la conjonctivite saisonnière, ceci est lié aux saisons des pollens, on le trouve beaucoup en Europe. La conjonctivite annuelle, que l'on peut associer à la conjonctivite saisonnière, et à la kératoconjonctivite vernale, comme d'enfants que l'on trouve beaucoup au niveau de tropique, donc l'Afrique subsaharienne, on trouve aussi au Japon, et dans notre pratique courante, c'est une des conjonctivites la plus fréquente que l'on trouve. Vous avez la kératoconjonctivite atopique, qui est la forme de l'adulte, la conjonctivite gigantopapillaire, qui est liée pour la plupart à l'utilisation des lentilles de contact. Alors, quels sont les mécanismes? Vous avez le mécanisme de sensibilité immédiate de type 1 et IgE médié selon la classification de Gell et Kunz. L'antigène interagit avec le mastocyte de la surface oculaire sur lequel les IgG sont fixés. Ces IgG sont spécifiques, dirigés contre l'allergène, et c'est lié à ce dernier entraîne une libération de médiateurs contenus dans les plasmocytes. Libération d'histamine, qui est directement responsable des signes cliniques comme le prurite et l'hyperémie. Vous avez d'autres médiateurs, les prostaglandines, ainsi que les leucotriènes. Alors, la conjonctivite allergique aiguë saisonnière se caractérise donc vous avez un hémosis, un édème palpébral, une hyperémie conjonctivale. À l'interrogatoire, comme on a dit, c'est essentiel, vous avez une notion d'atopie. Donc, généralement, il faut demander s'il n'y a pas une rhinite qui est associée. À la lampopante, vous avez une hyperémie, la présence des follicules et des papilles, ainsi que la sécrétion. Ici, il faut faire le diagnostic différentiel des conjonctivites bactériennes virales, ainsi que l'obstruction de voie lacrymale. On peut avoir dans les zones endémiques des chlamydiés, donc le trapeau. Pour faire la différence, parce que dans ces formes-là, vous avez des conjonctivites folliculaires. Les conjonctivites allergiques aiguës saisonnières, l'examen complémentaire pouvait doser dans le sang les taux d'éosinophilie. Généralement, ces taux sont inférieurs à 400 mètres cubes. Et dans le cas d'allergie, vous avez une augmentation. Le dosage des IgE total, sérique, et on peut faire également les empreintes conjonctivales de cellules de la surface oculaire, ainsi que le test cutané. Alors, le traitement, vous avez l'hygiène oculaire,
on considère faire le lavage oculaire, on peut utiliser le larme artificielle pour cela. Vous avez les antihistaminiques comme le collyre, et on peut utiliser aussi un féroce. Et vous pouvez utiliser également les stabilisateurs de membrane comme le collyre. Évidemment, si vous connaissez l'allergène, il faut faire une infection. Alors, les conjonctivites allergiques pérennes, c'est tout au long de l'année. Il y a un mécanisme de type 1, c'est l'objet de Kunz, ou d'hypersensibilité immédiate. La symptomatologie, c'est tout au long de l'année. Du point de vue clinique, vous avez une hyperrénie conjonctivale discrète ou modérée, et vous avez également quelques petites papilles ou des follicules. Alors, la kératoconjonctivite vernale, qu'on appelle aussi kératoconjonctivite printanière, où en Afrique, généralement, il y a un terme qui a été proposé par Diallo, de l'hémoconjonctivite endémique du tropique, touche surtout les garçons avant l'âge de 10 ans. Il disparaît classiquement à la puberté. Il est endémique, comme je l'ai dit, en Afrique subsaharienne. La tête est presque toujours bilatérale. Et ici, vous verrez qu'il y a un prurite intense bilatéral qui est favorisé par le frottement de paupières. Il y a une sensation de brûlure, les yeux collés à la vacance photocopie. Et vous avez aussi, du point de vue de la conjonctive, le changement de la coloration de la conjonctive qui vous frappe. Alors, le site clinique, vous avez des formes palpebrales. Là, vous avez des papilles géants. Vous avez aussi une forme limpique, unique, et des formes aussi qui peuvent être mixtes. Ici, on insiste beaucoup sur les complications que vous pouvez avoir en utilisant les corticostéroïdes locaux. Il faut rechercher s'il n'y a pas de glaucome, s'il n'y a pas la présence d'une cataracte cortisonique suite à l'utilisation des corticoïdes. Et il faut se mettre en tête que quand on utilise les corticoïdes, ça soulage très rapidement, ça fait du bien à l'enfant, et les parents ont tendance, dès qu'ils voient que l'enfant présente des signes, d'utiliser les corticoïdes. Donc à ce moment-là, ils utilisent les corticoïdes comme des courants, comme j'ai dit, et ça c'est très dangereux. Donc il faut veiller à cela, chercher tout que s'il n'y a pas présence d'un glaucome ou d'une cataracte. Évidemment, dans cette allergie, cette maladie, vous pouvez faire un bilan allergologique à la recherche d'allergènes. Vous pouvez faire des examens biologiques locaux, mais le plus souvent, c'est sans beaucoup d'intérêt. Le mécanisme est assez complexe. Vous avez des marqueurs locaux de réaction allergique immédiate, IgR médiés. Donc, vous retrouvez les IgG total élevés dans les larves. Vous trouvez des mastocytes dans la conjonctive qui sont nombreux. Les polynucléaires eosinophiles qui sont incriminés comme responsables de l'inflammation et des lésions tissulaires comme la kératite par le biais des protéines cytotoxiques libérées lors de leur dégradation. À l'inflammation majeure s'associe l'activation de l'hémoglobulinage tissulaire qui exclut la synthèse accrue des tissus interstitiels. Alors, le traitement dans cette conjonctivite, vous avez la première des choses, il faut dialoguer, il faut discuter avec les parents et l'enfant, parler avec les parents, expliquer la maladie pour limiter au maximum l'automédication par les parents. Vous avez des mesures thérapeutiques symptomatiques. Vous pouvez utiliser le corps de lunettes de soleil, le rinçage oculaire au sérum physiologique froid sans conservateur. Vous pouvez utiliser les anti-allergiques, les antidégradants, les antihistaminiques H1. Vous pouvez utiliser cataplasme glacé, évidemment les corticoïdes locaux après discussion avec les parents. Et dans les cas où vous avez utilisé le corticoïde, ça ne marche pas, il y a des auteurs qui utilisent la cyclosporine. Alors, vous avez la kératoconjonctivite atopique. Ici, c'est une manifestation qui est d'une maladie atopique, généralement rencontrée chez l'adulte. Vous avez une triple atteinte conjonctivale, cornéenne et palpebrale. C'est au courant de l'année, et le plus souvent, c'est bilatéral. Le maître symptôme, donc vous avez prurite, qui peut s'accompagner de l'armoiement de sensation de brûlure, de sécrétion.
Du point de vue physique, vous avez une pyrénie conjonctivale et vous pouvez avoir également des complications cornéennes qui sont fréquentes. Le mécanisme ici, vous avez une réponse IgR dépendante de type 1 émédiée par les lymphocytes T. Vous avez des éosinophiles, des macrophages, des lymphocytes T qui sont impliqués. Ici, il faut bien sûr insister sur l'interrogatoire à la recherche des antécédents familiaux et personnels, d'atopie. Donc, vous devez chercher ce qu'il n'y a pas pris de place, d'eczéma ou de myélite. Les traitements, il peut faire l'éviction de l'allergène, si vous le connaissez, nettoyage par le sérum physiologique, et vous pouvez utiliser les substituts de l'âme. La conjonctivite gingado-papillaire, vous avez la présence des papilles de taille supérieure à 0,3 mm au niveau de la conjonctivite nasale supérieure. Ici, vous avez la présence de corps étrangers. La plupart du temps, ce sont des lentilles de contact. Il y a un terrain favorisant d'atopie, jeûnage, dysfonctionnement mégonien et mauvais entretien des lentilles. Ici, c'est l'allergie aux colis, aux conservateurs que l'on peut avoir. Voilà en fait d'une manière très brève pour gagner du temps. Je vous remercie. Et ce syndrome constitue 25% des motifs de consultation en ophtalmologie. En outre, sa fréquence élevée, son coût financier et son répertoire sur la qualité de vie et de la vision en constituent un majeur problème de santé publique. Les grandes études épidémiologiques, notre sexe féminin et l'âge avancé, notamment au-delà de 60 ans, augmentent les risques de sécheresse oculaire. Aux 10 ans, dans la ville d'Australie, la prévalence était notée à 14% chez les adultes et 48% à 28%, soit 7% des femmes contre 11% des hommes. Et dans la Bouna Study et la physicienne Study, 7% des femmes étaient opposées à 4% des hommes âgés de plus de 50 ans. Et l'Australie a noté 47% chez les sujets âgés et les femmes étaient les plus concernées. En Indonésie, on avait noté 28% du cas, et cela augmentait avec l'âge, le tabagisme et l'affluence de lésions sur la surface oculaire. Et les Taïwanais avaient noté 34% chez les sujets âgés et les femmes seraient accompagnées. Au Canada, on avait 28% des cas, et le Japon, en tenant compte de l'âge, du sexe et des critères diagnostiques, on avait noté 4 à 77% des cas. Et l'Europe, à elle seule, note souvent 15 à 20% sur la population d'un âge de 60 ans et plus. Et dans notre beau pays, les délégués des explorateurs ont noté 25% de cas chez les patients, et l'âge de 50 ans était plus de 50 ans était noté, et la femme constituait la grande taille. Quels sont les autres facteurs locaux régionaux? Nous avons les infections inflammatoires chroniques, et cela entraîne une altération du flux lacrymal, et les malades ont souvent des symptômes d'œil sec. Vous pouvez aussi voir le cas de la paralysie de Bell, les dystrophies de la cornée, les ptérygions, et certaines anomalies palpables. Vous pouvez noter aussi les cas de dysfonction mégonien, les conjonctivites allergiques, comme le professeur venait de le dire tantôt, chez les porteurs de lentilles de contact. Mais après la chirurgie réfractive de la cataracte, peut-être que la Manang et Kabima en connaissent quelque chose, mais il y a aussi les causes iatrogènes qui sont souvent responsables de l'altération qualitative lacrymale. Bref, vous avez l'ensemble de maladies ophtalmiques qui s'associent souvent à l'altération du film lacrymal et c'est de la surface oculaire. Le fils de grande de mégonus. Certains médicaments sont aussi éliminés, notamment les bêta-glucanes, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les contraceptifs, les pilules contraceptives permettent d'obtenir une surface cornéenne homogène, sans aberration optique, protège la couche de l'évaporation et évite l'explosion de protéines. On peut aussi faire une analyse histologique, et là c'est la biopsie conjonctivale en cas d'un syndrome sec sévère. On peut aussi faire des empreintes conjonctivales comme le professeur Guillaume l'a dit tantôt, et un examen, on va lire le microscope et tonique.
cause de plus en plus fréquente parce que moins de traumatisme, mais il a en revanche un inconvénient de laisser la surface immunogène sur la surface oculaire. Et là, cet examen permet d'étudier la cystite, la maladie cellulaire, certaines infections virales et constitue un moyen de recherche de différents éléments de la réponse inflammatoire de la pathologie et leurs conséquences. L'antiplastine est utilisée pour son action si la synthèse protéique au niveau des ribosomes de la bactérie et favorise d'éviter les inflammations qui s'interfèrent avec l'inflammation et la sécheresse. Circulation de l'âme, les lentilles sclérales peuvent l'utiliser, les inserts aussi, qui donnent progressivement. Prévention. Il faut éviter de recevoir de l'air directement dans les yeux. En cas de souci, utilisez les identificateurs. Si vous êtes dans une maison, à niveau où vous avez un chauffage en permanence, il faut diminuer. Il faut porter des lunettes de soleil quand il fait très chaud. Il faut diminuer le nombre d'air du port de verre de contact chez ce dernier. Éviter de fumer ou éviter aussi de fumer de manière passive. Éviter les atmosphères polluées. Faites des pauses souvent quand vous avez justement un travail prolongé devant l'ordinateur, un clignement forcé des yeux, vous reposez et ne pas vous exposer. Pourquoi? Parce que quand vous êtes concentré à lire, vous clignez moins et les yeux sont concentrés en train de lire. Et il faut porter des lunettes protectrices pour ceux qui aiment se trouver dans les piscines et gérer les produits ou les conservateurs de certains médicaments à problème. On vous remercie et bonne vie à tous enseignants. Merci, docteur Kelekele. Les laboratoires Orchidea vous remercient de les honorer par votre présence. Et sans tarder, nous allons donc vous souhaiter la bienvenue pour cette rencontre et ce partage autour de Polyfresh, notre collyre optimal pour la sécheresse oculaire. Donc pour cela, Orchidea vous souhaite bienvenue dans son espace. Alors, on va essayer de passer vite puisque le docteur Kelekele nous a déjà édifié assez largement sur la sécheresse oculaire. Et donc, les substituts lacrymaux sont destinés à lubrifier, humidifier, adoucir le frottement des paupières sur un œil desséché ou à le protéger au moins temporairement de l'air et des agressions extérieures. Illogique, dès lors, d'y adjoindre des produits chimiques irritants, desséchants, voire toxiques. Le produit de substitution doit avoir un maximum de similitude avec le liquide lacrymal naturel et être le moins irritant possible. La viscosité du produit est déterminante pour le temps de séjour. Les produits à base d'alcool polyvénélique, de polyvidone et de dérivés cellulosiques ont une faible viscosité et un temps de séjour réduit. Les carbonaires et l'acide hyaluronique, par contre, possèdent une viscosité plus élevée, une meilleure adhérence et un temps de séjour plus lent à la surface de l'œil. Dans la classe thérapeutique des substituts lacrymaux, donc, comme récapitulatif, on peut bien le voir, les solutions salines ont une faible viscosité, une faible rémanence, pas de thixotropie, ils ne cicatrisent pas ou ne favorisent pas la cicatrisation épithéliale. Et par exemple, comme molécule, on a le chlorure de sodium à 0,9% et le chlorure de sodium à 1,4%. Les polymères de vinyle ont une faible viscosité, pas de rémanence, thixotropie non plus, cicatrise non plus, favorise la cicatrisation épithéliale. Comme produit, on peut avoir l'acide polyvinylique et le polyvinyl pyrrolidone. L'hyaluronate de sodium, qui est semi-visqueux, pas de rémanence, et une thixotropie ainsi que viscoélasticité, facilite la migration et la prolifération des cellules épithéliales
et constitue une matrice extracellulaire temporaire sur le stroma cornéen dénudé. Comme produit de référence, nous avons l'acide hyaluronique. Les dérivés cellulosiques ont une viscosité modérée, une faible rémanence, n'ont pas de thixotropie et ils favoriseraient, c'est conditionnel quand même, l'adhésion et la migration des cellules épithéliales cornéennes. Comme molécule de référence, nous avons l'hypromélose, l'hydroxypropylméthylcellulose. Les carbomères qui sont généralement en gel, et d'ailleurs toujours en gel, ont une viscosité très élevée, une meilleure rémanence, mais n'ont pas de thixotropie. Nous signalons qu'un produit qui n'est pas thixotrope ne peut pas devenir liquide quand il y a une contraction ou une force. C'est un peu la particularité de l'acide hyaluronique en fait. Donc, il ne cicatrise en rien la cornée, il favoriserait en fait cette réépithélisation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les associe souvent à d'autres molécules. Et comme exemple, nous avons le carbomère. Les émulsions lipidiques, on va s'arrêter à une faible rémanence, ils n'ont pas trop de données là-dessus. Okay. Que retenir donc de l'acide hyaluronique? En plus d'une bonne adhésion, il a une action bénéfique sur la surface épithéliale et favorise la réépithélialisation. Les produits à base d'acide hyaluronique, chers docteurs et invités, devraient en compter la préférence. Les conservateurs peuvent irriter les yeux et provoquer des réactions allergiques. Le chlorure de benzalkonium, le polyquat, qui déroule l'ammonium quaternaire également, ainsi que l'acide tribide, qui sont tous trois les ammoniums quaternaires, et le thiomersal, le toxique car dérivé mercurien, sont cytotoxiques et causent plus souvent des irritations locales. On peut donc comparer ici l'effet des conservateurs sur les cellules de la cornée après 7 jours de traitement avec une dose de 4 instillations par jour. Et comme on peut le constater, vous avez ici des conservateurs oxydatifs, je ne ferai pas de commentaires, ainsi que des conservateurs émergents représentés par le polyquat et le benzalkonium. Polyfresh, le produit que Orchidia vous propose aujourd'hui. Polyfresh contient donc de l'acide hyaluronique à 2 mg, le perborate de sodium tétrahydraté comme conservateur à 0,28 mg, le chlorure de sodium à 8,3 mg, le dihydrogénophosphate de sodium monohydraté à 0,26 et le flacon de Polyfresh qui est à 10 ml, excusez-nous parce qu'on a pris le prix de passage, je n'ai pas pu convertir ça en dollars en congolais. Donc, Polyfresh est conservé par le perborate sodique. Pourtant, on aurait souhaité qu'une lampe artificielle n'ait pas un conservateur. Et pourquoi Orchidia en met encore? Justement, le perborate sodique, une fois instillé par le patient au niveau oculaire, il est transformé par l'enzyme catalase en plus d'eau et d'oxygène. Ce qui fait que vous avez plutôt un apport en plus en eau et une lubrification plus maximale. Ça permet d'augmenter le volume du film lacrymal chez le patient. Nous allons donc faire aussi un focus sur l'acide hyaluronique et pourquoi Orchidia on en a préféré. L'hyaluronate de sodium ou sel sodique de l'acide hyaluronique est une substance naturellement présente chez l'homme au niveau du cartilage, de la peau et du vitré. Et ça un petit rappel. Alors, à haute concentration, les molécules d'acide hyaluronique peuvent s'auto-associer formant des structures supramoléculaires gigantesques qui sont stabilisées par des liaisons hydrophobes intercaténaires, ce qui augmente leur viscosité. Encore Michael, je suis un journaliste. Je me nomme Michael Lema, de la chef du ministère de la Santé, Santé TV. Je présente une émission de mes pharmacies et produits. Je suis tout le temps sur le terrain. C'est-à-dire que je suis en contact avec la population. À l'occasion de la journée mondiale de la vue, je voudrais rappeler une statistique de l'OMS qui date de 2002, je crois, qui parle
parle de 180 millions de personnes qui auraient une incapacité visuelle. Et parmi elles, il y a 40 ou 47 millions qui sont aveugles. Je voudrais poser la question au professeur. D'abord, quel est l'état actuel ou les statistiques actuelles de la vue en RDC précisément? Ma deuxième question s'adresse au laboratoire. 80% de personnes qui souffrent de la cécité sont pauvres. Et curieusement, le traitement lié à la vue semble de plus en plus cher, ce qui est paradoxal. Quel est le problème? Qu'est-ce qui pose problème pour que ces soins liés au traitement de la cécité soient à la portée de tout le monde? Je crois que vos préoccupations seront Je pense que l'état actuel est lié à des études faites sur les déficiences visuelles et la cécité. Et je pense que dans les communications que l'on suit, vous pourrez trouver, comme a dit le modérateur, une réponse. Mais je peux déjà dire d'emblée, ici chez nous, les causes de cécité, il y a les deux, il y a la cataracte et le glaucome. La cataracte est considérée comme une cécité évitable, tandis que le glaucome, c'est une cécité réversible. Ce sont les deux causes majeures des cécités qu'on retrouve dans notre milieu. En ce qui concerne le verre médical, je crois qu'il n'y a pas une guerre, il n'y en a pas. Il ne devrait pas y en avoir. On prescrit les verres selon l'art de la médecine, et c'est pour cela que chaque malade est un cas particulier. On prescrit en fonction de son environnement, de ses préférences, de ses caprices. Et ces caprices peuvent changer d'un individu à l'autre, et du même individu, ça peut changer également. Donc il n'y a pas de guerre, il y a plutôt une collaboration. Quand il entend parler de verre correcteur, il pense que ces verres-là vont corriger la pathologie ou l'erreur d'effraction qu'il y a au niveau de l'œil. Non, ce n'est pas ça. C'est correcteur dans le sens que ça permet au rayon de pouvoir bien converger au contre-cas pour mieux voir. Donc, ce n'est pas une correction du problème qu'il y a au niveau de l'œil, mais plutôt une correction de rayon qui puisse bien focaliser. Je ne sais pas si vous avez entendu. Les soins, que ce soit les soins oculaires, que ce soit les soins dans une autre discipline au Congo, ça coûte très cher. Pourquoi est-ce qu'ailleurs on a l'impression que ça ne coûte pas cher? C'est parce qu'il y a des mécanismes où on met ensemble les risques. Tous nous cotisons et nous nous entraînons, c'est ce qui s'appelle mutuelle ou assurance médicale. On commence à faire un effort ici pour pouvoir organiser certaines mutuelles, mais on n'en est pas encore là, parce que c'est tout un système et ça dépasse le médecin, parce que c'est l'économiste qui s'en occupe. Vous allez voir des sociétés d'assurance médicale, de mutuelles d'assurance, qui font autre chose, en fait, qui sont en train de fructifier cet argent que les gens cotisent pour pouvoir minimiser le coût des soins. Ça, c'est la première chose. Et au Congo, malheureusement, c'est le ménage qui prend en compte, qui supporte les soins à 90%. Et ça ruine tout le monde. Donc, tranquillisez-vous qu'il n'y a pas que les soins oculaires qui coûtent cher. C'est tous les soins au Congo qui coûtent cher. Merci. Par rapport au diagnostic du syndrome sec, et là, il a parlé d'un certain nombre des examens qu'il faut faire. Je ne sais pas s'il faut tout faire ou compte tenu de nos contextes, parce que ça demande des consommables, on peut se limiter à un certain nombre de tests qu'il faut faire pour poser le diagnostic. Merci.
est-ce qu'il demande les tests, la recherche d'allergènes à tous les malades et qu'est-ce qu'il en ressort et qu'est-ce qu'il peut nous conseiller dans la pratique quotidienne? Le systématique n'est pas fait parce que l'allergologie n'est pas assez développée. Bon, on connaît quelques personnes qui font, mais ils font surtout pour les rhinites allergiques, mais pas pour les allergies oculaires. Mais peut-être qu'avec des conférences comme celle-ci, on pourrait arriver à ce qu'on pratique quelques tests. Mais les tests sont des tests d'orientation. Ça vous oriente, ça n'indique pas, ça ne donne pas le diagnostic. Donc ils ne sont pas obligatoires. C'est plutôt par l'anamnèse que vous allez essayer de voir qu'est-ce qui pourrait constituer comme allergène. Et à ce moment-là, vous pouvez empêcher notre réduction. Mais il n'est pas dit qu'il faut demander systématiquement le test. Le diagnostic est clinique. Avec la clinique, une bonne anamnèse, vous allez faire le diagnostic et vous allez bien soigner l'enfant ou les adultes. Docteur le professeur vraiment pas bien aimé, en pédiatrie aussi avec le professeur Raquet. Ça dépend de la batterie qu'on peut disponibiliser. Et puis en Noël, il y a le professeur Remoué qui le fait aussi. Première session qui était tellement intéressante et tellement fructueuse. Nous remercions aussi l'entreprise Orchidia qui nous a ouvert les yeux. J'ai souri un moment lorsque le pharmacien a parlé de l'acide hyaluronique et disait que nous, les femmes, nous en savons quelque chose. Ne vous en faites pas, les hommes aussi. Hein. Les hommes aussi recourent au botox. Hein. Vous vieillissez aussi, cher monsieur. Donc, je vais vous demander d'acclamer pour la première session, s'il vous plaît. Merci pour tout ce que nous avons eu à nous rappeler aujourd'hui. Donc, quand j'entends parler des allergies, ça ouvre encore certaines fenêtres qui parfois restent fermées entre-temps. Et merci au docteur Kilekele qui nous a parlé de ce syndrome qui autrefois n'était réservé aux vieilles personnes, mais de plus en plus, avec la modernisation, les ordinateurs, les écrans et tout ce qui va avec, nous avons de plus en plus de jeunes patients qui présentent des syndromes oculaires, des syndromes oculaires, ce qui fait que dans notre pratique, c'est important de nous rappeler de comment les diagnostiquer et aussi comment les prendre en charge. C'était vraiment très très intéressant. Nous allons donc passer à la seconde session qui sera modérée cette fois-ci par Dr Inuga Josette et nous aurons deux interventions. La première intervention consistera à parler de l'œil et de la Covid-19. Nous sommes en plein dedans, même si en Afrique c'est moins sévère qu'ailleurs. Et la deuxième intervention consistera à parler du glaucome et des uvéites. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment le diagnostiquer, comment le traiter? Et la troisième intervention, ce sera une deuxième présentation de la société Orchidia. Alors, avec toute votre attention, suivant. On va s'articuler autour de ce plan. Plusieurs indicateurs laissent penser que les conséquences de cette pandémie, tant socio-économiques que humanitaires, seront également catastrophiques. Les premières études réalisées en Chine sur 150 patients Covid positifs n'ont pas établi de lien entre Covid-19 et œil. Mais avec le temps, d'autres études ont démontré la vulnérabilité des cellules oculaires face au virus Covid-19 et ont ainsi confirmé que l'œil pourrait être une porte d'entrée de contamination. Aujourd'hui, la filière de contamination potentielle, elle se confirme, elle se précise à cause de la présence d'une protéine appelée spike. C'est une protéine retrouvée au niveau de certaines empreintes cellulaires et qui sert de récepteur au virus. Elle est retrouvée au niveau des cellules alvéolaires,
ceci détermine en fait les manifestations cliniques liées à la maladie. Le virus Covid-19 est dû au virus SARS-CoV-2, qui est un virus humain. C'est un virus à ARN. Il appartient à la famille du coronavirus, le genre bêta-coronavirus. Nous connaissons plus le bêta-coronavirus parce qu'il est à la base de beaucoup de pandémies liées à la base de beaucoup de pandémies qui donnent des épidémies des voies respiratoires supérieures. Et le coronavirus a été identifié pour la première fois en décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine. Au niveau de l'œil, la contamination s'est faite par deux voies, soit par les larmes, soit par les sécrétions conjonctivales. Et le mode peut être direct ou indirect. Direct, c'est lorsque nous, avec nos mains contaminées, nous touchons directement la conjonctive. Et de manière indirecte, elle peut se faire de proche en proche, c'est-à-dire lorsque la charge virale se trouve au niveau des voies respiratoires supérieures, en contact avec le système lacrymal, l'œil et plus particulièrement la surface oculaire risque d'être contaminée. Et cela explique en fait la vulnérabilité de l'épithélium de la conjonctive qui constituera à ce moment-là une porte d'entrée, mais aussi un lieu de réplication du virus. Par rapport aux manifestations oculaires, les données sont rares, mais les plus fréquemment rencontrées sont les atteintes de la surface de l'œil. Il existe d'autres atteintes qui sont potentielles. C'est au fait de l'UV, il y a la rétine et le nerf optique. Il y a certaines publications en France qui ont révélé quelques cas d'uvéite liés à la COVID-19. Donc, les atteintes oculaires, pour nous ophtalmologistes, peuvent inaugurer la maladie de la COVID-19. Il y a eu certaines publications que j'ai prises par hasard comme ça. Il y a Guan et collaborateurs qui ont été les premiers à avoir publié ou à avoir montré les atteintes conjonctivales au niveau des 552 hôpitaux. Et sur les 552 hôpitaux, il y avait 16% des patients COVID-19 qui présentaient le stade sévère. Et sur les 16% des patients au stade sévère COVID positif, 2,3 avaient des atteintes conjonctivales. Chen et collaborateurs ont rapporté sur une étude réalisée sur 534 patients COVID positifs que les atteintes conjonctivales représentaient 4,7%. Ils ont aussi rapporté le cas de la patiente qui venait des Philippines de 29 ans. Elle a présenté une conjonctivite virale après avoir vu son ophtalmologue, mais ceci était associé à un rhume et à la toux. Et quelques heures plus tard, il a développé des adénopathies et une aggravation des signes de la conjonctivite virale. Et lorsqu'on a fait le test de la PCR, ceci a révélé que la dame était contaminée. Et donc on l'a mis sous traitement systémique et les signes de conjonctivite virale se sont améliorés. Il se plaignait, la consultation a été faite par
par téléconsultation. Il se plaignait de sensations de corps étranger et de rougeur. À l'examen, le patient avait présenté ici des notes l'importance de la vulgarisation, de la sensibilisation, de cette corrélation, de cette relation entre la COVID-19 et l'œil. Nous avons formulé quelques recommandations à la cellule des ripostes d'intégrer et d'impliquer les ophtalmologistes dans le diagnostic, dans le suivi et le traitement des patients COVID-19, de disponibiliser les statistiques sur les atteintes oculaires de la COVID. Et à la population, l'œil est comme la bouche ou comme le nez, c'est-à-dire c'est une porte d'entrée aussi de la COVID-19. Il faut donc observer les gestes barrières, c'est-à-dire la distanciation, d'éternuer au niveau du pli du coude, de ne pas toucher ses yeux, de ne pas toucher son nez ou sa bouche, de se laver régulièrement les mains, de porter un masque. Et au personnel soignant, nous ne pouvons pas parler de la COVID-19 de l'œil sans dire un mot concernant le docteur Li Wenliang. Il fut ophtalmologiste à l'hôpital central de Yuan. Il a été contaminé un mois après avoir consulté son patient, le Goma 2, une consultation de routine. Mais ce patient était Covid positif asymptomatique. Et un mois après, l'ophtalmologiste a succombé de suite de la COVID-19. Donc, nous devons signaler tout cas suspect avec célérité et diligence, c'est-à-dire ne pas trop attendre, ne pas trop observer. Dès que vous êtes suspect, vous envoyez ou vous faites les étudiants et vous envoyez au laboratoire. De reprendre et de réorganiser les soins pour les pathologies oculaires habituelles, tout en limitant au maximum la contamination. De diagnostiquer et prendre en charge les atteintes oculaires de la COVID-19. Il faut porter un masque FFP2 ou à des fois un masque chirurgical lors des consultations. Il faut mettre les lunettes de protection ou une visière, comme nous le savons tous que l'œil est une porte d'entrée de la maladie. Nous laver les mains après chaque... Une personne, lorsque le médecin prescrit ou l'ophtalmologue prescrit le verre local à un patient, cela reste... Je suis le docteur Janvier Kilangalanga Ngoy. Je suis le président de la Société congolaise d'ophtalmologie, qui est la société savante en matière d'ophtalmologie en République démocratique du Congo. C'est une société, j'ai bien dit, savante, donc qui regroupe tous les professionnels d'ophtalmologie. Il veille à la promotion d'abord de la profession, mais aussi il participe à la promotion de la santé oculaire de la population. La journée mondiale de la vue est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec l'Agence internationale de la prévention de la cécité qui se commémore en octobre, le 4e jeudi. Et normalement, chaque année, il y a un thème que l'OMS propose à toutes les nations. Et le thème de cette année, c'est espoir à la vue. Il faut espérer à la vue. Mais l'OMS laisse la latitude à chaque pays de développer son sous-thème qui concorde avec ses réalités. Et donc pour la RDC, le Programme national de santé oculaire et de la vision a développé un sous-thème du pays, c'est l'œil et Covid-19. Oui, en d'autres termes, il faut dire, parce que la journée mondiale s'occupe essentiellement de la promotion de la cécité et des problèmes d'handicap visuel, où on sensibilise
la population ou les populations cibles ainsi que les prestataires de soins a fait de la promotion pour que la cécité soit connue comme un problème de santé publique. C'est un peu ça. Et bien sûr, parler au gouvernement pour qu'il puisse donner assez d'attention à ces problèmes de santé publique. Les problèmes de santé publique, comme on a dit, c'est cécité et déficience visuelle sévère. Quelles sont les causes dans notre pays? C'est d'abord la cataracte. La cataracte chez l'adulte, qui est un phénomène de vieillissement en général. Il y a un petit groupe des cataractes qui est dû aux causes générales. Il y a aussi la cataracte de l'enfant. Celle-là, elle est très sérieuse parce que si elle n'est pas prise en charge à temps, peut créer une baisse définitive de la vision et impacter sur la croissance de l'enfant, son éducation et même sur la vie économique de l'enfant plus tard. La deuxième cause, c'est le glaucome. Le glaucome qui est une maladie de nerf optique, nous disons chez nous la neuropathie optique, qui est une maladie dégénérative dont les causes ne sont pas encore bien élucidées, mais qui vole la vue de la personne sans douleur et on peut se retrouver aveugle sans le savoir. Cette maladie est très sérieuse, qui est la deuxième cause, et exige un dépistage précoce parce qu'on ne connaît pas quand ça commence et il n'y a pas de signes qui vous montrent que vous commencez à faire cette maladie. Donc le glaucome est un problème émergent maintenant dans nos pays et qui doit attirer l'attention surtout des malades. Lorsqu'on se réveille le matin, nous disons ce qui est simple, savoir ouvrir un œil et fermer l'autre, parce que souvent ça commence par un œil. On ne fait pas ces gestes-là. Vous ouvrez un œil, vous laissez l'autre, ainsi de suite. Si vous voyez qu'il y a un œil qui ne va pas bien, allez à l'hôpital. Généralement, on conseille de se faire contrôler la pression autour de 40 ans, surtout lorsqu'il existe un cas de glaucome dans la famille chez les parents ou les arrière-parents. Et lorsque cette maladie est découverte à temps et le traitement qui est institué à temps, on a beaucoup de chances d'arrêter en équilibrant, en rendant la pression normale, on arrête les lésions et sauver la personne qui ne deviendra pas aveugle. Il y a assez de patients aveugles et je vous rappelle que cette cécité est irréversible. La troisième cause, c'est le problème de la rétinopathie du diabète. Le diabète, tout comme l'hypertension, sont des maladies émergentes dans nos pays en développement. Et aujourd'hui, nous recevons beaucoup de complications oculaires qui créent la cécité. C'est des complications vasculaires du diabète, les complications vasculaires rétiniennes de l'hypertension artérielle. Et donc, nous exigeons à ce que les diabétiques soient régulièrement suivis et par les diabétologues, mais aussi par l'ophtalmologue, pour qu'une fois ces complications s'installent, et souvent ça s'installe à partir de 10 ans d'évolution de la maladie, on peut commencer à soigner le malade et éviter la cécité. Si on ne l'a pas fait, on devient aussi aveugle d'une manière irréversible. Et le quatrième groupe, c'est le groupe effectivement de ce que nous appelons les vices de réfraction. Ce sont des problèmes d'erreur de réfraction de l'œil qui se manifestent par des troubles de vue de loin et de près. C'est à ce moment-là qu'on parle de myopie, par exemple, de l'hypermétropie. Ces vices de réfraction sont très, et posent des problèmes surtout chez l'enfant, pas chez l'adulte. Lorsque l'enfant n'a pas été corrigé, il peut aussi perdre sa vision et il aura des problèmes de scolarité. Donc voilà un peu la liste des problèmes de santé oculaire qui peuvent amener à la cécité ou à la malvoyance visuelle, qui sont en fait des problèmes réels de santé publique. C'est effectivement l'essentiel de la journée d'aujourd'hui, c'est la sensibilisation. La sensibilisation des communautés à l'importance de ces problèmes comme un problème de santé publique. Dire que ces maladies existent et comment il faut les prendre en charge. Augmenter la connaissance de ces maladies dans la communauté et le rôle de chacun, surtout des prestataires, en utilisant tous les masses médias, la radio, la télévision, les journaux, pour que les gens connaissent les maladies, savoir aussi les complications qui peuvent amener à la cécité. Donc il y a l'importance de la sensibilisation de la communauté. Il faut informer. Et c'est là où nous attendons à ce que la presse puisse nous accompagner. Le deuxième volet, c'est la prise en charge précoce
Là, il y a d'autres aspects qui entrent là-dedans, c'est souvent les problèmes des moyens, mais ça, nous, on ne peut pas régler. Nous nous arrêtons au niveau de la sensibilisation de la population. Je vous remercie.